Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à New Image Télévision. Nous avons le réel plaisir de présenter pour vous cette très belle affiche. Nous avons reçu pour le compte de ce numéro Maître Alain Obouanka Ingo. Il est juriste et analyste politique. Avec lui, nous allons échanger sur les questions politiques et sécuritaires de l'ère, notamment avec la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comment sortir la République démocratique du Congo à la crise sécuritaire? Maître Alain Obouanka va nous répondre à quelques questions. Maître Alain, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, M. Patrick. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. D'aucuns ignorent, depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo fait face à des agressions ou est victime des crimes commis contre la population de cette partie par l'armée rwandaise. Et vous, en tant qu'analyste politique, juriste, quel est votre aperçu général quant à cette guerre? Merci beaucoup, M. Patrick, pour la question et aussi pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous autour de questions qui touchent la vie de la nation. Okay. Écoutez, quelle lecture, quel aperçu? L'agression, les mots. S'il faut résumer ce qui se passe à l'est du pays, c'est l'agression. L'agression venant du Rwanda. Victime, passez-moi l'expression, victime de l'envie du Rwanda par rapport à nos ressources. Ce qui se passe à l'est du pays, c'est injuste. C'est une barbarie indescriptible. Ce qui se passe à l'est du pays, c'est la violation de notre souveraineté. Et quand on parle d'agression aujourd'hui, vous savez, en droit, il faut avoir des soubassements. Ça ne vient pas de moi. Cette situation est inacceptable. Vous avez plusieurs documents officiels, que ce soit sur le plan international ou sur le plan national, qui attestent que le Rwanda nous agresse. Les livres blancs publiés par le gouvernement, les rapports d'experts de l'ONU, plusieurs rapports des ONG internationales, les grands médias tels que France 24 ont affirmé que c'est l'agression rwandaise contre la RDC. On pille nos minéraux et on tue nos frères et sœurs. Ça doit cesser. En résumé, nous sommes agressés, nous sommes menacés par un de nos voisins, à savoir le Rwanda, qui utilise ces supplétifs John 23, aujourd'hui dans leur format AFC 1.23. Et puis dans l'AFC, on voit quand même il y a un ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui coordonne l'Alliance du fleuve Congo. Quelle est votre analyse dessus? C'est déplorable. C'est déplorable, comme vous le savez, on ne peut pas prendre les armes contre sa patrie. L'amour de la patrie, l'amour de la nation nous interdit toutes ces choses. C'est déplorable. Si M. Nanga avait des revendications à faire, les canaux appropriés existent. Les élections ont eu lieu. S'il avait les ambitions, il aurait dû postuler. En 2023, il y a les élections à tous les niveaux. Au moins, c'est déplorable, c'est regrettable, c'est inconcevable. Un tel comportement n'est pas patriotique. Alors, il y a eu quelques rencontres interministérielles depuis quelques temps en Angola, à Luanda, durant lesquelles le ministre des Affaires étrangères se sont rencontrés justement pour discuter sur la question des restaurations de la paix dans la partie est de la RDC. Peut-on dire que ces rencontres n'ont pas eu une bonne issue, puisque actuellement la guerre ou la crise sécuritaire sévit encore plus grave avec l'AFC qui est à la tête de quelques localités dans la province, dans les deux provinces de la RDC? Effectivement, M. Patrick, il n'y a pas eu issue favorable par rapport à ces mini-sommets, par rapport à toutes ces rencontres qui ont mis en phase la RDC, le Rwanda, avec la médiation du président angolais João Lourenço. Il n'y a pas eu d'issue favorable. Mais la question qu'on devait se poser sur le plan diplomatique, c'est pourquoi cela n'a pas abouti.
Ici, il faut rappeler qu'il s'est agi du cadre du processus de Luanda. En fait, le processus de Luanda, qui est une feuille de route, le résultat de la feuille de route de Luanda de 2022, c'est ce processus qui avait pour finalité, ou qui a pour finalité, parce qu'il existe toujours, d'amorcer les mécanismes de paix entre les deux pays, le Rwanda et la RDC. Et les échanges ont été relancés début 2024, sous la médiation du président angolais, comme je viens de le dire, son Excellence João Lourenço. Et comme vous le savez avec moi, en juillet 2024, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui n'a pas été respecté par la partie rwandaise parce que les M23 mènent la guerre contre la RDC avec eux, l'armée rwandaise, des éléments de la force armée rwandaise. Ils sont avec eux, c'est démontré noir sur blanc. Donc, comme je l'ai dit, issue non favorable. Pourquoi? C'est à cause de non-respect des accords. Le Rwanda n'a pas respecté le processus de Luanda. Là pourquoi aujourd'hui, comme vous le savez, le président angolais s'est retiré. Officiellement, il a déclaré s'est retiré du processus parce qu'il y a non-respect des accords. Les accords par la partie rwandaise. C'est ça le problème qu'on a maintenant là. En droit international, dans les relations internationales, les engagements pris doivent être observés de bonne foi. Pacte Sun, c'est Rwanda. C'est un principe connu par les juristes, par les internationalistes. Et ce qui n'est pas le cas avec le Rwanda. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes actuellement par rapport aux rencontres qui ont eu lieu à Luanda. Dernièrement, le président rwandais, Paul Kagame, avait fait des déclarations. On lui a posé la question quant à la guerre qui sévit dans la partie Est. On a dit que la RDC accuse le Rwanda d'être à la hauteur de cette guerre. Mais ce dernier répondit qu'il ne s'agit pas seulement, il ne s'agit pas de l'armée rwandaise qui est derrière le label M23, mais c'est plutôt les Congolais entre eux qui se disputent et qui ont des problèmes, mais ils veulent passer par le Rwanda. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette analyse ou cette réponse du président Paul Kagame? Vous savez, c'est un fond fuyant. Avec l'évolution du droit international, on ne voit pas le président rwandais hausser les tons, dire que je fais la guerre au Rwanda, plutôt à la RDC, voulais-je dire. Il ne peut que méconnaître. Il est vrai qu'il y a des tensions au niveau interne, mais la rébellion menée par les M23, aujourd'hui, en collaboration avec l'AFC, donc AFC 123, cette rébellion obtient l'apport inconditionnel du Rwanda. Et c'est sur base des documents officiels. Je l'ai dit en ma qualité de juriste. Acteur, une commis de probation du temps en droit qui allègue prouve. Vous avez des documents officiels qui citent le Rwanda. Qu'est-ce qu'on doit encore chercher, M. Patrick? Le rapport d'experts de l'ONU cite le Rwanda. Les livres blancs publiés par le gouvernement congolais. Les rapports des ONG internationales. Les grands médias comme France 24, RFI et tant d'autres citent nommément le Rwanda. Donc il ne peut pas se dédouaner aujourd'hui. Des écrivains comme Charles Onana, par exemple, voilà, qui est embêté aujourd'hui. Parce qu'il a dénoncé la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par les Rwandais. Donc il n'y a plus de débat à ce niveau-là. Les débats ne se situent pas s'il faut établir la responsabilité internationale qui viole du Rwanda, qui a violé la souveraineté de la RDC. Non, le débat a changé de niveau. C'est comment y mettre fin. Légalement parlant, c'est établi, le Rwanda nous a agressés, nous agresse. Le droit international a ses exigences, même le droit interne. Le chef l'a dit. Mais je crois, la veille de l'agression ou de cette occupation d'une partie de la province du Nord Kivu, je parle de Goma, le chef a fait des déclarations et il a dit que la riposte sera détail. Okay. Alors, il faut vouloir comprendre les concepts de riposte. Donc, si la riposte sera détail, c'est que la RDC manque encore des munitions pour répliquer face au Rwanda? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, en droit international, la guerre, c'est l'extrême recours. Il y a des procédures à suivre. Prenez l'article 33
de la Charte des Nations Unies qui encourage les règlements pacifiques. Parce que les principes dans les rapports entre les États, c'est le non-recours à la force. La RDC, avant de recourir à la force, utilise la voie diplomatique. N'est-ce pas? Là pourquoi, vous avez vu, et ces sommets conjoints, SADC et AC, on a saisi le Conseil de sécurité, le chef de l'État est à Munich. Tous ces éléments-là, tous ces ingrédients, tous ces préalables doivent être exploités avant de faire l'usage de la violence, l'usage de la force, le recours à la force, la guerre. C'est interdit par les droits internationaux. Nous sommes un État moderne, nous ne sommes pas seulement l'expression un État voyou. Voilà pourquoi le chef de l'État y veut mollo. Parce que la Constitution lui autorise de déclarer la guerre en suivant la procédure telle qu'elle est établie par les articles 86 et 143 de la Constitution de notre pays. Il peut. Bien sûr, il faut la lecture de ces deux dispositions nous fait savoir la lecture que le chef de l'État peut décréter la guerre par une ordonnance après délibération du Conseil des ministres, avis du Conseil supérieur de la défense, autorisation du Parlement et du Sénat réunis en Congrès. Mais s'il ne le fait pas, ça ne veut pas dire que la RDC n'a pas les moyens militaires. La RDC est un État moderne, souverain, respectueux des droits de l'homme ou des droits humains. Eh bien, nous commençons par la voie, les moyens établis par, je vous ai cité l'article 33 de la Charte des Nations Unies, négociation, diplomatie, et à l'extrême urgence, on en a la possibilité. Mais c'est aussi stratégique la position de la RDC, c'est ce que je peux dire. Nous ne sommes pas faibles, je suis sûr. La RDC n'est pas faible face au Rwanda. Pas du tout. Alors, maître Alain, tel que vous l'avez dit, vous avez quand même cité quelques éléments qui empêchent au président de la République congolaise de déclarer la guerre face au Rwanda. En matière de droit, tel que vous l'avez dit, il y a encore des lois ou des articles sur lesquels un pays agressé n'a pas le monopole directement de répliquer face au pays agresseur. Voilà. Je repartirai des dispositions constitutionnelles. J'ai cité tantôt l'article 86 et l'article 143 de la Constitution, n'est-ce pas? C'est la loi fondamentale du pays. C'est normal. Faire la guerre, déclarer la guerre, suit un processus, suit une procédure. Et le chef de l'État respectueux de l'arsenal juridique du pays s'oblige ou se met à observer, doit observer cette procédure-là. Là, c'est sur le plan interne, il n'y a pas de souci. Mais vous le savez, je l'ai dit tantôt, sur le plan international, la manière dont les choses se présentent actuellement, si on doit répliquer, si on doit riposter, notre réplique prendra l'expression légale qu'on appelle la légitime défense. Nous serons dans un cas de légitime défense, tel que voulu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Vous voyez? Et il est recommandé à un État qui recourt à la légitime défense d'en informer cette mesure-là, les conseils de sécurité. Là, il n'y a pas de... Donc sur le plan de droit, s'il faut reconnaître votre préoccupation à ce niveau-là, à part les droits nationaux ou les droits positifs internes, on se réfère au droit international. Il y a la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que les instruments juridiques internationaux. Donc, faute de temps, c'est limite à cette disposition-là. Et seulement, il y a des conditions pour recourir à la légitime défense. Parce que la légitime défense, c'est quand même un recours à la force. Vous ripostez à une agression injuste, mais avec des conditions. Il faudrait que la riposte à l'agression soit mesurée et nécessaire par rapport à l'attaque. Et tous ces éléments-là, il faut les étudier pour ne pas tomber dans le coup de la violation des principes sacro-saints, un des principes sacro-saints du droit international, le non-recours à la force. Donc, la légitime défense sur la scène internationale, c'est une exception parce que c'est un recours à la force, mais c'est reconnu aux États. Donc, on peut recourir à la légitime défense sur pied de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Comme je l'ai dit, la voie nous est encore ouverte. Et comme je l'ai souligné tantôt, si le chef de l'État n'y va pas encore, parce qu'il use, comme nous le voyons, de voies diplomatiques et c'est stratégique. Ce n'est pas un signe de faiblesse, j'insiste. Alors, à l'heure actuelle, on parle du dialogue. Est-ce que le dialogue serait un ouf de soulagement pour
populations qui sont souvent victimes des atrocités dans la partie est de la RDC. Nous avons vu la Cinco et l'église du Christ au Congo qui sont allés d'ailleurs, qui se sont rendus à Goma pour rencontrer Corneille Nangaa, le coordinateur de l'AFC. Ils sont allés à Kigali pour rencontrer le président Paul Kagame et ils sont attendus encore dans d'autres pays, surtout en Europe. Alors, est-ce que le dialogue serait peut-être une solution éternelle pour la paix dans la partie est de la RDC? Merci encore. Tout est question de la manière dont vous menez le dialogue. Tout dépend de la manière dont vous dialoguez. Je l'ai dit tantôt, je reste dans mon domaine, le droit international. Le droit international applicable encourage le dialogue. Les négociations, s'il faut le dire ici en termes techniques, parce que quand on dit dialoguer, c'est qu'on négocie quelque chose. Et dans les cas d'espèce, on négocie la paix, sur pied de l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Donc les pays, la RDC n'a pas péché s'il faut dialoguer. Mais le problème, c'est avec qui et comment dialoguer. Mais déjà, il y a eu des négociations à l'époque du président Kabila. On sait que la ville de Goma a été quand même prise par le M23 surtout à l'époque, l'armée ougandaise qui était derrière aussi. Alors, il y a eu des négociations qui se sont faites, les accords, les traités de Nairobi, les traités en Afrique du Sud, il y a eu des traités. Mais jusque-là, les mêmes causes, peut-on le dire, produisent toujours le même effet. Après des années, on verra encore les choses se répéter. Alors, est-ce que le dialogue est vraiment important? Et c'est là ce que la population ou les Congolais tout entiers, est-ce qu'ils attendent les dialogues pour négocier qu'au lieu de répliquer par force, tout en suivant les procédures que vous venez tout à l'heure de dire? On ne peut pas écarter le dialogue. Vous avez un cas d'espèce dans ces pays qui a produit, n'est-ce pas, le dialogue intercongolais, n'est-ce pas, a engendré les accords de Sun City, ce qui nous a amené dans les système 1+4, un président avec 4 vice-présidents, vous l'avez connu. Donc on ne peut pas négliger les dialogues. La question qu'on doit se poser maintenant, est-ce qu'à l'heure actuelle, par rapport à la situation actuelle, voilà, le dialogue est encore nécessaire? Je dirais oui. Je dirais oui, on peut recourir concomitamment, au même moment, au dialogue et à la légitime défense. Ça paraît contradictoire. Oui, bien sûr. Ça paraît contradictoire, mais on doit répliquer. Vous savez, pendant qu'on dialogue, en droit international, il y a aussi ce qu'on appelle la légitime défense préventive. Prévenez les dangers. Hein? Vous voyez un danger arriver et vous l'empêchez. Donc, s'il y a un cessez-le-feu, et que pendant les dialogues, parce que n'oubliez pas, le Rwanda est réputé ne pas respecter les accords. Je ne sais pas si vous comprenez ma formule. Oui. On est en train de négocier, de dialoguer. Mais d'abord, on doit définir avec qui. Le chef là dit pas question de dialoguer avec un 23. Il a été clair, AFC. Oui. On dialogue avec le Rwanda. Ça, c'est l'élément qu'il faut retenir. Dialoguer avec le Rwanda. Et dialoguer avec le Rwanda ne signifie pas que c'est la seule voie diplomatique. On peut user d'autres voies. Et pendant ce temps, on peut user de la légitime défense préventive. Ça veut dire un danger qui se présente, vous répliquez. Ça peut aller. Oui, ça peut arranger les choses. Moi, je pense. Donc, on ne néglige pas les dialogues, mais pendant qu'on dialogue, on veille sur l'intégrité territoriale par les mécanismes de ce que je pourrais qualifier de la légitime défense préventive. Pourquoi préventive? Parce que là, on doit attaquer. Mais pendant le dialogue, on peut prétendre qu'il y a un cessez-le-feu, qu'on a arrêté les hostilités. Mais l'ennemi peut nous surprendre. Et pour que nous ne soyons pas surpris, on a l'œil et on peut recourir à la légitime défense préventive par rapport à l'avenir, bien sûr. Merci beaucoup, Maître Alain Bouanka. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous avons reçu pour vous, pour le compte de ce numéro, Maître Alain Bouanka. Il est juriste et analyste politique. Nous échangeons sur les questions politiques et sécuritaires de l'ère, notamment avec la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comment sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire qui se répète après quelques décennies? Voilà, les réponses sont donc fournies par Maître Alain Bouanka. Poursuivons cette émission, Maître Alain. Alors, il y a un procès qui a été ouvert en Tanzanie
On a vu la présence du vice-ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. On a vu également la présence de quelques avocats de la RDC qui plaident surtout. Il y a aussi les Rwandais qui s'est présenté leur première apparition et on dit que la RDC n'a pas respecté les moyens qu'il fallait pour accuser les Rwandais. Mais ce que nous voulons savoir ici, c'est que ces procès à quelle finalité alors que la population attend la paix, alors que nous attendons tous le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la partie Est, mais il y a un procès. À quoi s'agit-il ou à pour quelle finalité ces procès? Très bien. Merci, très bonne question encore, parmi tant d'autres. Toujours, nous allons recourir au mécanisme des règlements pacifiques des conflits. Parmi les mécanismes pacifiques de règlement des conflits, il y a aussi la voie judiciaire, la justice. Il y a un texte en droit international dénommé projet d'article, n'est-ce pas, pour établir la responsabilité internationale des États en cas d'un fait internationalement illicite. Lorsque c'est prouvé, documenté, noir sur blanc, qu'un État a violé la souveraineté d'un autre État, a commis un fait internationalement illicite, on peut le poursuivre devant un juge. C'est ce qui se passe. La question ici, pour quelle issue? Pour que le Rwanda soit condamné, pour que le Rwanda répare tous les forfaits, pour que le Rwanda paye de toutes ces violations des droits humains, pour que ces victimes, ces familles qui pleurent le leur, je vais corriger, ces familles qui pleurent les nôtres. Un Congolais décédé à l'Est, c'est toute la nation qui pleure. Pour que le Rwanda répare. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? À part le front diplomatique, à part le front de la guerre, il y a aussi la justice. Pour quelle finalité? Pour que le Rwanda puisse réparer tous les forfaits qu'il a fait subir à la RDC. En termes de réparation, en termes de paiement des dommages et intérêts. Il est vrai que les vies qui sont tombées ne représentent pas une valeur pécuniaire. La vie n'a pas la valeur pécuniaire. Exactement. Mais en droit, quand on parle de la réparation, c'est pour soulager les mal dans soi. C'est ça la finalité de ces procès. Que le Rwanda réponde, que le Rwanda soit condamné parce que la documentation est là pour qu'enfin les mal soient réparés, les victimes, les familles des victimes de la RDC obtiennent des dommages. Maître Alain, alors j'aimerais justement vous poser une petite question. La communauté internationale garde silence alors que la République démocratique du Congo est victime des atrocités par l'armée rwandaise sous le label M23. Et cela n'est pas pour eux une expression de signifier leur complicité avec les Rwandais? Ben, il est vrai que la communauté internationale, je dirais, ça prend leur défense ou sa défense, a été longtemps silencieuse. Mais aujourd'hui, les lignes bougent. Les lignes bougent parce que déjà, comme vous le savez, l'Union européenne a décidé de mettre fin, voilà. Les MOU sur l'accord entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minéraux. C'est déjà un pas de géant. Parce que c'était comme une sorte de partenariat privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne. Les voix s'élèvent au niveau de l'ONU pour solliciter des sanctions. Au moins, je dirais actuellement, les bruits lancés, les cris lancés par la RDC sur le plan diplomatique commencent à payer. Ces silences commencent à disparaître progressivement. Okay. Les silences étaient très intenses dans le passé, mais dans un avenir très proche, je pense que nous progressons. Parce que dans tous les sens, on sollicite la sanction. Et cela aura comme conséquence en droit international ou dans les relations internationales l'isolement diplomatique du Rwanda. Tendons vers cela.
Donc la RDC peut dire cette décision de l'Union européenne est salutaire ou avantageuse pour la RDC. Mais effectivement, parce que je l'ai dit au début, quelle est ma lecture de la situation, mais c'est l'envie. Le Rwanda a un mauvais œil sur nos richesses. Et ces richesses, où le Rwanda les vend? À l'Union européenne. Et si on coupe là-bas, il va vendre où? Donc ça sera un début de la solution. Voilà, parmi tant d'autres. Alors ce qu'il est important face aux enjeux de l'ère, de recourir à la sollicitation bien sûr des puissances étrangères pour accompagner la RDC, surtout dans ces processus. L'Union européenne a déjà réagi. Il y a encore d'autres puissances que la RDC peut recourir toutefois pour restaurer la paix. C'est vraiment important. C'est très important. C'est obligatoire. L'union fait la force, dit-on. Le recours aux puissances sur la scène internationale se présente sous plusieurs moyens. Ça peut être vous recourir à un État qui est puissant pour vous appuyer, tant soit peu, militairement, financièrement, stratégiquement, ça dépend. On peut recourir comme ça a été le cas avec l'Union européenne, mais ici j'en appelle au recours institutionnel. Les systèmes institués par les Nations Unies, appelés mécanismes de défense collective. N'est-ce pas? Nous sommes tous peuple des Nations Unies. Lorsqu'un des membres est malade, on associe nos efforts pour les venir en aide. Donc c'est très important de courir, mais c'est ça la solution. Nous sommes dans une communauté. Je ne reste pas dans ces débats. Est-ce qu'il s'agit d'une société internationale ou d'une communauté internationale? Je considère que nous formons une famille. La communauté humaine, nous formons une famille. Et quand ça brûle chez les voisins, je peux l'aider. C'est ce qui se passe en RDC. Donc la RDC a besoin de la part des autres. Continuez même dans ce sens-là. Parce que, comme j'ai dit tantôt, les Nations Unies ont mis en place, l'ONU a mis en place un système de défense collective, de sorte que l'ensemble du corps, l'ensemble du système onusien puisse soutenir un des membres en difficulté. Donc c'est toujours payant, le fait de s'associer pour un but commun. Oui, même en Afrique, puisqu'on a vu le président Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud, il a été critiqué par ses opposants, notamment après avoir déployé ces éléments des forces d'armée en RDC qui ont perdu leur vie, certains d'entre eux, 14 membres au total. Est-ce que cette décision de critiquer ou de dire non, la RDC doit dépendre de son armée, qui est de faire intervenir d'autres armées des pays voisins africains, certains le critiquent, d'autres l'estiment que c'est avantageux puisqu'ils sont membres d'une même communauté régionale là, qui est la SADC. Et c'est là, c'est vraiment justifiable ou non? Bon, c'est déplorable. C'est justifié du fait que l'opposition sud-africaine prenne une position et perde en vie humaine. Tant mieux. Mais on ne peut pas critiquer ou condamner la RDC d'avoir recouru aux efforts externes. Mais est-ce que la RDC est la première à user de ces moyens-là? Guerre mondiale, première, deuxième guerre mondiale. Mais les Africains ont été invités pour combattre aux côtés des nations européennes occupées à l'époque de l'occupation. Nous ne sommes pas la première nation à user des recours de forces armées externes. Comme j'ai dit, l'association nous rend forts. On ne peut pas se battre seul. C'est normal qu'on puisse tendre la main pour une aide. Ça ne veut pas dire qu'on ne compte pas sur notre armée, oui, mais on s'associe pour devenir plus fort. C'est la logique même des associations des États dans la création des organisations internationales. Vous avez cité un cas ici, la SADC et tant d'autres. Oui. Lorsque les États qui sont créateurs et destinataires du droit international se décident de mettre en place des structures qu'on appelle organisations internationales, c'est au fait pour leurs intérêts. Leurs intérêts. Et dans les cas d'espèce, lorsqu'un État adhère dans une organisation internationale, c'est aussi pour des fins comme c'est le cas actuellement. Et quand je suis agressé, venez me soutenir. C'est normal, c'est logique. Voilà.
Alors nous poursuivons et nous sommes presque à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu Maître Alain Ouanka, c'est un analyste politique et juriste. Nous échangeons sur les questions sécuritaires de l'air. Alors Maître Alain Ouanka, pour chuter avec cette émission, quelle piste de solution ou qu'est-ce qu'on peut retenir devant cette situation de crise? Comment pouvons-nous procéder? Comment la RDC doit-elle procéder pour sortir de cette crise qui se répète après quelques décennies et continue toujours? Quelle est la piste des solutions? Voilà. Aux grands mots, des grands remèdes, dit-on. Voilà. Cette situation a duré longtemps, elle a trop perduré. Il faut y mettre fin. Comme patriote congolais, ayant dans mes veines les sangs congolais, je souffre de ce qui se passe à l'Est. Une vie perdue, c'est une perte de trop. Ça doit arrêter. Plus de 3000 morts jusque-là depuis le début de ces atrocités. Voilà. En 4 jours, 3000, 4000 morts. Et depuis 3 décennies, on est dans des 10 millions, c'est énorme. La solution, pour moi, elle est multiforme. Ok. On y va crescendo vrai. Il y a des moyens qu'on peut utiliser concomitamment, au même moment, comme je l'ai dit. 1. Je préconise les fronts diplomatiques. Les fronts diplomatiques, ici, c'est l'association de forces. Nous associer avec d'autres États, nous associer avec des organisations internationales, nous associer avec faire appel à l'ONU pour que le Rwanda cesse de nous agresser. Le chef de l'État l'a dit, je vais négocier, je vais parler, il a utilisé le concept de parler avec les Rwandais, Paul Kagame, pour lui poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à la RDC, qu'est-ce que vous avez contre la RDC. Mais pendant que nous usons de front diplomatique, solliciter l'apport des autres, si l'ouverture de dialoguer, de parler comme le chef de l'État l'a dit, se présente, on parle égal à égal. Rwanda, RDC, deux nations souveraines, des États souverains. Aucun État n'impose à l'autre un agenda quelconque. Donc, front diplomatique, recours aux puissances. Et s'il y a possibilité de parler, comme le chef de l'État l'a dit, avec le Rwanda, on le fait. Sans que le Rwanda nous impose un agenda. À côté du front diplomatique, j'encourage aussi le front judiciaire, la justice. Voilà. Avec les procès. Avec les procès en cours, devant la Cour africaine des droits de l'homme. La CPI, vous avez vu toujours dans l'ensemble de la voie judiciaire, vous avez vu les procureurs de la CPI lancer l'appel à contribution pour que quiconque a des informations sur les crimes les plus graves commis à l'est du pays, lui transmet. On affronte cela, ce front-là, et donc diplomatie, la justice, mais aussi les recours à la légitime défense, parce que nous sommes attaqués. L'article 51 de la Charte des Nations Unies nous autorise de recourir à la légitime défense lorsque nous sommes attaqués par un autre État qui veut violer notre souveraineté. Ce sont les 3 éléments sur le plan externe. Et sur le plan interne, c'est la cohésion nationale. C'est l'âme de la nation qui est attaquée. Ce n'est pas le président Félix qui est attaqué. C'est le Congo. C'est notre affaire à nous, Congolais. Opposition. Pouvoir en place. Société civile. Mes chers compatriotes, nous sommes attaqués. C'est l'affaire du Congo. Donc, pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire, il faut la cohésion. Unissons-nous. Mettons de côté nos divergences politiques. C'est l'affaire de la patrie. Nous n'avons que celle-ci comme patrie, la RDC. Donc, au niveau interne, la cohésion, l'unité. Et au niveau externe, la justice, la diplomatie et la légitime défense. Ça, on va gagner. Voilà, merci beaucoup. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette belle affiche. Merci beaucoup de suivre, madame, messieurs, cette belle affiche. Nous avons reçu pour vous
en ce jour Maître Alain Obouanka. Il est analyste politique et juriste. Nous avons essentiellement martelé sur les questions politiques de l'heure et sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec nous les pistes et des solutions qui ont été bien évidemment proposées par Maître Alain Obouanka. Quant à moi, Patrick Moutemouna, je vous dis merci de nous suivre et je vous retrouve très prochainement. Merci, Maître. Merci.